On va commencer bientôt cette rencontre un petit peu particulière autour du livre Toujours vivant de Roberto Saviano et Asaf Hanouka. Donc Asaf Hanouka est présent ici même avec nous et Roberto Saviano sera présent avec nous donc à distance, mais il sera présent. Donc il nous fait le grand plaisir et le grand honneur de participer à cette rencontre même à distance. Et on a fait une première tentative tout à l'heure pour voir si tout fonctionnait bien. Tout fonctionne parfaitement. Voilà. On attend qu'il réapparaisse sur le lien. Et dès qu'il sera opérationnel, on commencera bien sûr cette rencontre. Autour donc de ce livre, autour de cette autobiographie dessinée, donc autour de la vie de Roberto Saviano, que j'imagine vous connaissez toutes et tous. Donc ce romancier, auteur de Gomorrah, paru en 2007, et qui à la suite de cet ouvrage a été d'une certaine façon condamné à mort par la mafia napolitaine, la Camorra. Et donc il vit sous protection depuis quasiment 15 ans, hein, c'est ça maintenant, Asaf. Et dans cet ouvrage, donc Toujours vivant, il raconte justement cette vie, ou plutôt cette absence peut-être de vie, de manière dessinée sous le dessin d'Asaf. Voilà. Donc on attend tranquillement que Roberto se connecte, et puis on commence immédiatement la rencontre. Outre Asaf Hanouka, donc le dessinateur, Claudio Curcio assurera la traduction consécutive donc de Roberto Saviano, et je l'en remercie. Voilà. On essaiera de faire une rencontre. La rencontre doit durer à peu près 1 heure, et on fera à peu près 45 minutes de rencontre, et puis vous aurez bien sûr la parole si vous souhaitez poser des questions à Roberto Saviano et à Asaf Hanouka. Voilà. J'ai oublié de préciser que cette rencontre est organisée par le journal Le Point. J'en profite simplement pour rappeler, comme ça on prendra un peu d'avance, que Roberto Saviano, outre bien sûr Gomorrah que vous connaissez, qui a été adapté en film, qui a été adapté en série, il a écrit également Extra Pur, Voyage dans l'économie de la cocaïne en 2014, qui était une enquête sur le trafic de cocaïne. Et également il est passé au roman il y a peu de temps. Il a commencé un cycle romanesque donc, dont le premier volume est Piranhas, et le deuxième volume, Baiser féroce, hein, Bacio Feroce, c'est ça. Donc c'est un cycle romanesque, hein, sur l'ascension d'un jeune mafieux à Naples. Voilà, donc il est passé donc à la fiction il y a peu. Je présente également Asaf Hanouka, illustrateur et dessinateur, qui est notamment auteur de Pizzeria Kamikaze, de Chaos à Tel Aviv. Vous connaissez peut-être cette très très belle série chez Steinkiss. Il a également signé le Divin avec Dargaud, avec son frère Tomer. Et vous avez également collaboré sur le film d'animation Valse avec Bachir. C'est vrai. Voilà pour les présentations. J'essaye de meubler un peu, comme vous le voyez, de gagner un peu de temps sur le temps qui nous est imparti en attendant donc que Roberto nous rejoigne, en espérant qu'il va le faire évidemment rapidement. Asaf a raison, on va peut-être commencer. Voilà, prenons de l'avance avec Asaf, parce qu'après, il faut qu'on aussi, comme vous le savez, les rencontres s'enchaînent. De toute façon, on me fera signe quand Roberto sera en ligne ou apparaîtra sur le lien. On passera, évidemment, on l'intégrera immédiatement à la rencontre. On va poser évidemment la question à Asaf, qu'on posera aussi à Roberto. Mais Asaf, comment vous êtes entré en contact avec Roberto Saviano? Comment s'est passé finalement ce projet? Comment il s'est concrétisé? Est-ce que c'est vous qui avez été contacté par Saviano, par son entourage, par son éditeur? Comment ça s'est passé? Oui, en fait, moi j'ai été contacté par Michele Foschini, l'éditeur italien de Bao Publishing, c'est une maison de bande dessinée en Italie. Et c'est passé que, d'après l'histoire de Roberto, qu'en fait Roberto a vu le film Valse avec Bachir, auquel j'ai participé il y a des années. Et après, il a vu la série Chaos à Tel Aviv, qui est une histoire autobiographique, mon histoire personnelle à Tel Aviv. Et il a trouvé ça intéressant. Et c'est comme ça que l'idée est venue, et il m'a proposé à faire ça ensemble. D'accord.
Et vous avez commencé, enfin, ça s'est passé comment les échanges? Parce qu'évidemment, on va en parler, c'est tout l'objet de cette bande dessinée. C'est-à-dire que Roberto Saviano vit une vie presque coupé, c'est ce qu'il montre dans la bande dessinée, ce que vous illustrez, il vit coupé du monde des humains quasiment, de toute relation sociale. Alors comment, quand on est coupé de toute relation sociale, on arrive à travailler en collaboration? Parce que jusqu'à présent, il travaillait seul, il faisait ses livres, il faisait du roman aussi, mais il était seul. Là, c'est quand même un travail de collaboration, et puis de collaboration quand même assez poussée. Oui, je pense que c'était vraiment une vraie collaboration et il m'a dit au départ qu'il veut que je fasse mon truc et je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais c'était vraiment une invitation de faire quelque chose ensemble, mais bien sûr que c'est son histoire et c'est sa autobiographique, c'est sa vie. Mais je pense que l'idée d'utiliser cette méthode avec qui je travaille pour raconter des émotions avec des images visuelles était quelque chose qui était important pour lui, donc il a laissé de la place pour ça. Alors c'est vrai que vous parlez, ça passe beaucoup évidemment par le symbole. Alors vous disiez que donc Chaos à Tel Aviv c'est une bande dessinée autobiographique et que évidemment c'est ce langage-là qui a touché manifestement Roberto quand il a pensé finalement à mettre son autobiographie en images. Oui, pour moi, quand j'ai fait mon propre travail, ce n'était pas vraiment un langage, mais c'est devenu un langage. Quand Roberto m'a proposé d'utiliser les mêmes méthodes de travail pour raconter son histoire. Et donc, quand il m'a envoyé par email des histoires assez courtes, il avait déjà des idées visuelles. Donc, il a vraiment participé à tous les niveaux. Ces idées visuelles, ça passait par quoi? Parce qu'il y a beaucoup, on le voit donc à l'écran, il y a évidemment des partis pris graphiques qui sont les vôtres. On voit donc que c'est une bande dessinée en noir et blanc avec des teintes grisées. Et puis il y a une irruption de la couleur. On voit le choix de la couleur qui est tout à fait déterminant. On voit notamment cette image avec la voiture, avec d'un côté le sang, et de l'autre l'urine donc de la personne victime de cet attentat. Et donc justement, comment vous avez travaillé sur ce dosage de la couleur? Est-ce que c'était vous présentiez à Roberto, vous lui présentiez des... Ah, voilà Roberto. Hey. Ciao Roberto. Alors, buongiorno. Roberto, vous avez donc Claudio qui assurera la traduction. Buongiorno Roberto, io non sono interprete di professione, sono il direttore del Comic Con di Napoli, mi hanno chiamato e... Grazie, bello. Il a dit qu'il me connaît, donc ti chiederei quindi di fare delle frasi abbastanza corte, insomma, perché se diventano lunghe mi metti in difficoltà. Grazie mille. Alors, Roberto, en vous attendant, on avait commencé à parler de ce projet avec Asaf. Et la première question que je voulais vous poser, c'est évidemment comment vous est venue l'idée, est-ce que c'est venu de vous, l'idée de faire votre autobiographie, mais en bande dessinée? Et pourquoi en bande dessinée? Abbiamo iniziato a parlare con Asaf della nascita del libro e Romain vuole sapere come ti è venuto l'idea di trasportare in fumetto la tua autobiografia, qual è stato il click che ti ha detto facciamo a fumetti la storia della mia vita? Mi serviva qualcosa in grado di avere la realtà ma anche lo slancio onirico, e Asaf, un genio, quando ho incontrato i suoi disegni ho capito che poteva essere la strada giusta, perché avevano tutte due cose, realismo et sogno. Oui, en effet, Roberto dit qu'il avait besoin de raconter quelque chose qui pouvait présenter en même temps la réalité et le rêve, un élan onirique, il a dit. Et il pense que Asaf, c'est un génie, et quand il a vu son travail, il s'est rendu compte que c'était exactement ça, un dessin, une histoire racontée en même temps au niveau du réel et du rêve.
La question de la bande dessinée, il y a une très forte tradition en Italie. Est-ce que vous-même, vous êtes lecteur de bande dessinée italienne ou européenne? Parce que c'est vrai que vous êtes écrivain, vous avez écrit des essais, vous êtes écrivain, vous écrivez des romans. Est-ce que le médium ou le support de la bande dessinée, c'est un support que vous connaissez depuis longtemps? Est-ce que vous lisiez enfant, par exemple, des bandes dessinées? Il fumetto ha una lunga tradizione in Italia. Tu ti ritieni un lettore, un conoscitore del medium, insomma sei romanziere, hai scritto, giornalista, col fumetto qual è il tuo rapporto da lettore? Io ho iniziato a leggere fumetti fin da ragazzino, Topolino, Tex Wheeler, e poi è arrivato l'incontro con Andrea Pazienza, grandissimo disegnatore italiano, e da lì non ho più smesso. La graphic novel è in assoluto una direzione mia, cioè nel senso che sento di leggere le opere d'arte. Quindi sì, sono Frank Miller, Reiner, insomma, Spiegelman, sono dentro al fumetto come lettore da molto tempo. Si, comme un peu tous les Italiens, j'ajoute, quand on était enfant, on a une forte tradition de bande dessinée Disney et Bonelli, Tex, Dylan Dog, les fumetti qu'on trouve dans les kiosques. Et puis, il a rencontré Andrea Pazienza, qui est un grand dessinateur qui est mort italien. Très jeune. Qui est mort trop jeune. Ouais. Et puis, le format du roman graphique, c'est vraiment quelque chose qui rentre dans l'esprit de ce qu'il aime. Donc, il a lu évidemment de Frank Miller, Will Eisner, Spiegelman, et tout ce nouveau... on va dire, cette nouvelle production en roman graphique lui correspond vraiment. Donc oui, il est un lecteur, on va dire, fort de bande dessinée. Alors, Roberto Saviano, qu'est-ce qui vous a touché dans le travail? Donc, Assaf nous disait que vous aviez découvert son travail par notamment Valse avec Bachir, le film d'animation, et que vous aviez aussi ensuite découvert sa bande dessinée Chaos à Tel Aviv. Pourquoi qu'est-ce qui vous a touché dans le dessin et dans la manière de raconter une histoire en dessin de Assaf? Allora, come detto, Asaf ci ha detto che avevi conosciuto il suo lavoro con l'animazione di Walzer con Bashir e con KO a Tel Aviv. Cosa ti ha colpito così tanto nel lavoro di Asaf per poi dire facciamo un fumetto con lui sulla mia storia? Asaf ha diverse caratteristiche importanti per poter raccontarmi. E innanzitutto riesce a essere realistico. Io dovevo portare una prova di quello che ero e quello che sono, e dall'altro lato però non si ferma a questo suo sguardo realistico, c'è sempre una via di fuga onirica, spesso delirante, comica, e non so se volevo dire le due risposte così posso procedere. Sì. Allora, Assaf, il a vraiment ce qui semblait à Saviano important pour raconter ce qu'il est. Il a une capacité d'être très très réaliste, mais en même temps, comme il avait dit tout à l'heure, de pouvoir partir vers des situations plus oniriques et même comiques dans son style. E in più si è messo all'ascolto, che non è una cosa facile. E chi è un artista come lui in genere fa sbocciare soltanto dentro di sé la creatività. Invece lui è stato disponibile a farsi contaminare. In questo ho ritrovato proprio una familiarità mediterranea. Una vicinanza in questo senso. Lui ha lasciato che le mie storie lo attraversassero, mi ha ascoltato nelle proposte, è stato accanto a vedere anche un po' la mia vita, e quindi ha fatto anche un po' il reporter. E
questo per un artista come lui è singolare, perché in genere sono tutti dentro la propria, chiusi attenti dentro la propria creatività, invece si è fatto attraversare da altri. Et en plus, quand ils ont commencé à travailler, Asaf était très à l'écoute. Et ça a aidé beaucoup dans le travail ensemble parce que Roberto dit, normalement, un artiste, il est dans sa créativité, il est un peu dans son œuvre, tandis que Asaf, il s'est laissé traverser par l'histoire de Roberto. Il a même fait une sorte de travail de reporter en vivant un peu à côté de Roberto. Et donc ça, c'était très important dans le procès créatif pour lui. Est-ce que... Ouais. Oui, alors Asaf, justement, d'abord, vous, est-ce que, avant d'être contacté, est-ce que vous aviez lu déjà du Roberto Saviano avant? Est-ce que vous connaissiez, j'imagine vous connaissiez évidemment le personnage, est-ce que vous aviez lu son œuvre? Oui, mais en fait, j'ai lu Gomorrah, le livre, et j'ai vu le film, mais je ne connaissais pas vraiment sa vie. Je ne savais pas toute cette histoire. En fait, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Et j'ai lu un peu sur Internet avant pour comprendre, mais c'est vraiment la première fois qu'on s'est rencontrés au Milan avec tous les policiers et tout ça, qu'on avait, je sais pas, on a parlé pendant 3 heures. Et il me racontait toute cette histoire et c'était vraiment, j'étais waouh, incroyable, c'est une histoire incroyable, je dois faire ça. J'avais vraiment l'impression que c'était comme quelque chose qui était important, qui avait de la vraie valeur. Et quand je raconte mes histoires, c'est un peu mon art, mais ici, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était vraiment important. Vous disiez que vous étiez resté 3 heures. Comment a commencé la collaboration? C'est-à-dire qu'on pourra poser la question évidemment à Roberto, mais est-ce que Roberto, donc vous racontez, vous preniez des notes, vous commenciez déjà à penser la structure de l'histoire? Comment ça se passait concrètement, cette collaboration? On a vraiment fait un effort de garder cette idée de conversation de 2 personnes qui sont amies et que c'est une conversation intime et honnête. Et ça a commencé comme ça, donc on avait cette conversation, on a fait des listes, des idées, des anecdotes, et après on a travaillé sur ça pendant quelques mois, et Roberto a écrit des petites histoires, et moi j'ai proposé des découpages, mais je pense que même à la fin, quand c'est bien dessiné, nettoyé, c'est toujours un carnet de croquis qui garde une qualité d'intimité, parce que c'est une histoire personnelle à la fin, c'est une histoire du monde intérieur, c'est pas une histoire de super-héros, adventure, c'est quelque chose qui est intime, et donc on voulait garder cette idée de première rencontre et de conversation honnête. Tu peux peut-être synthétiser pour Roberto, pour lui dire voilà, comment il a présenté ce chapitre. Alors justement, donc, est-ce que peut-être revenir vers Roberto sur comment lui il avait conçu ou pensé ce livre? Est-ce qu'il avait déjà pensé? Est-ce qu'il en avait une idée finalement de ce à quoi ça pouvait ressembler ou pas? Et ensuite, est-ce que c'est effectivement en travaillant avec Asaf que ça a pris forme? Avevi già in testa, prima di incontrare Asaf e poi parlare, ci ha raccontato del primo incontro di 3 ore, eccetera, come poteva essere il libro, o poi lavorando con Asaf ha preso delle forme che appunto in questo scambio si sono in qualche modo aggiustate man mano? Non avevo chiaramente idea, volevo che fosse il disegno a raccontarmi, perché se avessi fatto una bio, il lavoro è un altro, e volevo che il lettore capisse questi 13 anni di 15, quasi 16 di scorta e 13 anni di processo contro il boss che poi alla fine è stato condannato e mi ha fatto vivere così. No? E in verità Zaf ha cambiato anche migliorando di gran lunga il mio orizzonte, perché io volevo in qualche modo una storia in grado di raccontarmi, e invece Asaf è riuscito e ha voluto scegliere momenti della mia bio in grado di essere di azione, di visione, quindi sì, l'incontro
Si, en effet, je commence par la fin. La rencontre avec Assaf a changé l'idée qu'il avait de cette biographie dessinée. Roberto pensait que ça aurait été mieux d'avoir une bio en dessin plutôt qu'écrite. Ça aurait été tout un autre travail. Et il voulait des images pour raconter ces 15-16 ans sous protection et 13 ans de procès avec le boss qui a été condamné. Et il dit que l'échange avec Assaf a beaucoup amélioré cette idée qu'il avait, parce que à part les histoires de la vie qu'il avait en tête, Assaf s'est concentré sur des moments aussi d'action, aussi qui ont rendu l'œuvre beaucoup plus intéressante et plus complète. Et donc lui dit, elle a été beaucoup améliorée par le travail de Merci Roberto. Ti ringrazio. On a à l'écran, on peut juste peut-être passer quelques images, voilà, parce que pour illustrer un petit peu ce que Roberto a dit, notamment des éléments, ce qu'il disait, des éléments extrêmement réalistes, mais des éléments comiques aussi dans cette histoire. Il y a évidemment des éléments absolument tragiques où il y a la mise en scène de la mort de Roberto qui revient régulièrement. C'est-à-dire que Roberto parle de sa propre mort, comment ça pourrait survenir, et donc Assaf, vous le mettez en scène de manière pour le coup extrêmement réaliste, voire presque tarantinesque, on pourrait dire, c'est presque excessif. Et en même temps, il y a cette alternance avec des moments plus comiques, où on a à l'écran ces gardes du corps qui regardent ce que prépare le cuistot pour être sûr que c'est pas empoisonné. Et c'est vrai que le livre qui est formidable a cette alternance entre des moments extrêmement graves, on y reviendra, notamment familiaux, amoureux, personnels, et en même temps encore quand même une légèreté, quand même une ironie, et c'est vrai que c'est cet équilibre-là qui fait le livre, Assaf. Je pense qu'il y a une question à la base dans le livre, et c'est comment vivre avec les dangers de mort sans arrêt pendant 15 ans, et tous les jours, et jamais oublier ça. Et Roberto, il propose une solution ici, parce qu'il y a des moments qui sont très drôles, mais il y a des moments qui sont vraiment dramatiques et lourds, et il y a des pensées philosophiques, et il pense aussi sur l'histoire, il pense sur le futur. Et je pense que c'est en fait toutes les méthodes qu'il a trouvées pour penser à ces dangers qui existent sans arrêt. Mais le fait de proposer de différents points de vue, je pense que c'est ça qui rend la mort, ces dangers tellement concrets et réels. Mmh. On peut peut-être repasser avec Roberto en vidéo et lui poser la même question, c'est-à-dire ce qui est frappant, Assaf vient de le dire, c'est cet équilibre donc entre des moments graves, des moments évidemment tragiques, et puis des moments comiques qui sont même traités graphiquement de manière comique, presque, avec cette trogne du cuisinier ici. Voilà. Et cet équilibre-là, est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez absolument rechercher et qui retranscrit bien ce que vous vivez au jour le jour? Questo equilibrio che appunto si ritrova nel libro di momenti tragici, pesanti, come diceva Assaf, la necessità di raccontare 15 anni di vita con l'idea della morte costante, alternati a però sia dei momenti di contenuto leggeri, anche comici o anche graficamente. Insomma, prima abbiamo visto una delle tante rappresentazioni della tua morte, ma in maniera quasi tarantiniana, diceva Romain. Questo equilibrio che poi c'è nel libro insomma, di momenti più pesanti, anche di introspezione filosofica e poi leggerezza e comicità, è qualcosa che appunto volevi oppure che appunto il risultato andando avanti ti piaceva sempre di più? Sì, la caratteristica poi del disegno di Assaf che anche quando alleggerisce ti sta suggerendo qualcosa, non sta semplicemente intrattenendo. La mia vita è anche comica, nel senso che, vi faccio un esempio, la prima cosa che mi piace quando sono in Francia è che sono sicuro che nei ristoranti dove vado devo avere paura se mi hanno sputato il piatto e mi chiedete come mai, e perché al di là dell'avvelenamento
E c'è soprattutto l'odio verso tutta la destra italiana, mi odio profondamente, mi considera nemico numero uno o quasi, insomma. E quindi tu dici che quelli mi odiano, non sai cosa hanno fatto al mio piatto, è una cosa ridicola, però è piena la mia vita di cose strane. Esco da qui, ho dimenticato una cosa e non posso rientrare subito, perché non è procedura, vado tutto un giro, per cui dico a Nash, tu devi indicare la lettera, e questo Asaf l'ha reso molto bene. Si, en effet, Asaf a rendu très bien ce qui est une caractéristique de toute façon de la vie de Roberto. Et surtout, ce qu'il aime, c'est que même quand il dessine quelque chose de léger ou de comique, le trait et le dessin de Asaf dit toujours quelque chose et c'est pas juste pour entretenir. Et il a dit, de toute façon, ma vie est oui, lourde, mais il y a aussi des situations comiques. Il a fait l'exemple du restaurant, justement. Il y avait des situations où les policiers rentraient dans la cuisine pour peur d'empoisonnement. Mais aussi, par exemple, lui, il dit quand je vais à l'étranger et je rentre dans un restaurant en France, je ne pense pas qu'est-ce qu'ils ont fait à mon plat, mais pas niveau poison, mais parce qu'en Italie, il y a aussi de la haine d'une partie de la population qui lui reproche d'avoir trop gagné avec ses livres en racontant ça, ou la droite, etc. Donc c'est juste une question de cracher dans son assiette. Il a toujours ça en tête en Italie, et alors quand il est en France, il est tranquille. Ou alors, quand il sort, s'il oublie quelque chose et il est obligé de ressortir pour rentrer, il ne peut pas juste sortir, prendre et rentrer. Il est obligé d'avoir toute une procédure. Et donc, s'il oublie le pain, il dit « Oh merde !» Est-ce qu'on peut juste brièvement repasser sur l'écran pour montrer peut-être deux images. Il y a donc notamment des moments réellement, les moments parmi les plus émouvants, c'est les moments qui sont en relation avec sa famille, notamment, c'est-à-dire comment eh bien, comment Roberto impose quelque chose presque à sa famille, et où on a ce très beau dessin d'Asaf où on a Roberto qui est tout enfant dans le vélo de son père, et puis qui grandit donc, et son père le porte. Et puis on a également cette scène qui ouvre d'ailleurs l'album, où c'est le frère de Roberto qui est infirmier et qui donc se retrouve menacé en fait lui aussi par quelqu'un qui vient en plus soigner, qui vient secourir et qui lui dit on te connaît, on sait qui tu es, etc., on sait qui est ton frère. Ces moments-là justement, comme vous le disiez Asaf, ces moments d'intimité extrême, comment on fait pour les retranscrire? Vous avez tous les deux utilisé cette expression de se faire traverser finalement par ça. Comment on les retranscrit ces moments-là? Je pense que ces deux exemples qui sont parfaitement montrent l'idée que ça a été écrit dans l'histoire. Donc, par exemple, avec son père, il avait cette idée depuis le début, depuis la première conversation, qu'il est sur le vélo de son père et il est grandi. Et en fait, cette cage en avant devient trop petit. Et donc, c'est très fort visuellement. Donc, pour moi, c'était un cadeau. Toutes ces idées visuelles étaient un cadeau pour un dessinateur parce qu'en fait, il a fait 80% du travail déjà. Il faut juste rendre un dessin. Mais j'aimais aussi le fait que c'est un subtexte ou une idée métaphorique, le fait que en fait, la perception de vie de son père était trop petite à sa façon de voir le monde. Et ça, c'est quelque chose, ça n'a rien à voir avec les mafias, c'est juste relation père et fils. Et moi, je peux ressentir ça aussi par rapport à mon père et les différences que moi, j'ai avec la perception de vie de mon père. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'à la fin, quand il y a des idées tellement fortes, ça devient universel et pas juste personnel. On peut peut-être repasser en vidéo avec Roberto pour revenir là aussi sur cette question. On vient de parler avec Asaf des moments de réelle intimité familiale, donc où vous évoquez votre père, vous évoquez votre frère, vous évoquez votre mère. Et on se posait la question, à Asaf de savoir comment il s'était approprié ces souvenirs, et il disait qu'en fait, la vision que vous donniez de votre relation à votre père était presque une relation universelle. Comment vous les avez pensés? Parce que là, vous dévoilez évidemment votre intimité.
Comment vous les avez travaillés, ces moments particuliers d'intimité familiale avec Asaf? Capito? Sì, appunto, era la parte più difficile, perché tu sai che parlando della tua famiglia rischi di offenderli, anche solo omettendo delle cose. E infatti ci sono questi miei zii, miei cugini, il generale dei carabinieri che mi ha gestito, perché non c'erano. E non potevano esserci anche solo una mancanza di pagine. Nel senso che noi esattamente facciamo 400-500 pagine su metro, diventava difficilissimo poi vendere. E oltre a questo dettaglio c'era la difficoltà di toccare cose difficili. Io con la mia scelta ho rovinato la vita della famiglia, totalmente. Hanno smesso di essere loro e sono diventati la madre lì, il fratello lì, il padre lì, e in molti casi devono nascondersi per evitare, non ancora prima, delle questioni militari rischiose, clan, devono evitare le polemiche. Le zie che entrano in farmacia e mi dicono ecco la zia dell'eroe, no? Quindi quell'aspetto lì Asaf è riuscito a toccarlo con molta grazia, a farmi da psicanalista e senza farsene accorgere. Alors, c'était évidemment la partie la plus difficile. La plus difficile parce que toucher des rapports avec des personnes qui ont vu changer leur vie à cause du choix de Roberto. Et même avec les personnes dont il n'a pas parlé, parce que sinon il aurait fallu un livre de 400-500 pages. Mais donc il a dit qu'il y a des oncles ou des cousins ou le général des carabinieri qui travaillait avec lui qui se sont offensés parce qu'ils ne sont pas dans le livre. Mais évidemment, c'était difficile, surtout avec la famille étroite qui a vu basculer complètement leur vie à cause de son choix, parce qu'ils sont devenus du coup juste le père d'eux, le frère d'eux, la mère d'eux. Et ce n'est pas une question juste de sécurité, parce que sans les dangers de ça, il y a juste la vie quotidienne qui est remplie d'ironie ou de blagues malveillantes. Il a dit sa tante qui rentre dans la pharmacie et qui dit « Ah voilà !» la tante de l'héros de manière ironique. Donc c'est devenu ça la vie. Et Roberto a dit que Asaf a été un peu son psychanalyste et à travers lui il a réussi à parler de tout ça avec une grâce que le dessin de Asaf a transféré sur page. Est-ce qu'on peut juste rebasculer encore sur les images par rapport à ce que disait Roberto, c'est-à-dire ce que son choix a engagé, c'est-à-dire que c'est un choix qui n'engageait pas que lui, qui a engagé évidemment une grande partie de sa famille ou de son entourage proche. On voit justement cette scène qui est très importante dans l'album où on voit comment, alors qu'il fait une conférence, il dénonce et il pointe du doigt en fait les parrains, les différents membres de la mafia, avec les choix de la couleur ici, justement pour isoler ceux qui sont visés, et la symbolique de ce doigt qui porte en fait effectivement qui va entraîner, qui va avoir des conséquences tout à fait considérables. On voit la structure, le découpage ici qui est extrêmement géométrique, extrêmement symétrique, le choix des couleurs, enfin c'est absolument extraordinaire. Comment vous avez conçu justement ces moments qui sont des moments forts de l'album, Asaf? La méthode était de bouger tout le temps entre la description et les symboles. Donc, on ne voulait pas faire quelque chose qui soit décoratif, parce que l'idée, ce n'est pas la beauté. L'idée, c'est passer des émotions et, en fait, son parcours dans sa vie. Et donc, ici, dans cette histoire spécifique, c'est le rouge, parce que c'est la violence, c'est le fait que c'est le moment que ça commençait, qu'en fait, sa vie en cachet commençait. Et on utilisait ça pour, par exemple, les mains
les doigts qui fait comme ça, c'est déjà un symbole de quelque chose. C'est pas son vrai main, c'est le choix qu'il a fait. C'est le moment où il est devenu Roberto Saviano, l'écrivain, qui doit se méfier sans arrêt. On peut peut-être repasser avec Roberto. On parlait avec Asaf du poids et de l'importance des symboles en fait dans la bande dessinée. Comme disait Asaf, c'était pas simplement de la narration classique, c'est pas simplement de la décoration. Il y a le poids des symboles, et on parlait aussi de l'importance de la couleur ou du choix de la couleur qui intervenait donc pour montrer donc le sang de la violence notamment, ou le rouge de la violence qui est associé à cela. Est-ce que vous, ce choix justement d'une écriture symbolique, c'était quelque chose auquel vous teniez beaucoup, cette écriture graphique à base de symboles? Allora, Asaf spiegava, Romain ha mostrato queste pagine molto geometriche in cui ci sono questi simboli, il dito, oppure la scelta dei colori, giustamente che non era solamente decorativa, appunto, l'utilizzo di questi simboli grafici. Romain chiedeva se appunto questa volontà di avere anche un simbolismo nella grafica e nel disegno era precisa, diciamo, nella tua testa, appunto, guardando il lavoro di Asaf precedente. Credo che Asaf abbia compreso bene che il mondo in cui io vivo, e questa vicenda così realizza, è un mondo pieno di significati simbolici. Per esempio, quando io sono ai processi e ci sono dei camorristi nelle gabbie, un gesto che loro fanno, nessuno potrebbe immaginare, è questo, no? Cioè di togliere, questo gesto qua, che significa togliere i peli dalle sopracciglia, perché così sei veramente impresentabile. Vi dicono dalle gabbie, non vedete trascurato, non secca, insomma, per esempio. Ed è tutto da parte del simbolo di un'orchestra di messaggi, e a volte inaspettati. Anche tutte le minacce ricevute avvengono dentro un contesto di scrittura quasi esoterico. Quindi sì, Asaf ha scelto lui una serie di soluzioni grafiche di colore in totale autonomia, intuendo che era una storia di simboli, dove tutto, la parola, lo sguardo, i gesti, tutto rimanda a qualcosa. Oui, en effet, c'est Asaf qui l'a très bien compris que mon histoire, c'était une histoire pleine de symbolisme. Et donc, tous les choix de symboles graphiques ou de couleurs, c'est lui. Et il a rendu très bien ce qui est présent continuellement dans ma vie, en effet. Il racontait, par exemple, une anecdote au procès, il y a les boss dans les cages, qui font un geste qu'on ne comprend pas, mais en effet, ils font comme ça. Et en effet, ils lui disent t'es moche avec tes sourcils, tu devrais les enlever, et c'est ça. Et même les menaces de mort, il y a des mots qui sont utilisés et des symboles là aussi presque ésotériques. Donc oui, Asaf, il a très bien compris la clé qu'il fallait utiliser pour raconter une histoire qui est pleine de symboles. Il y a quelque chose dans la base de la bande dessinée, c'est des symboles dans une narration. C'est l'histoire des symboles qui changent, qui sont en train de changer à quelque chose. Sinon, la bande dessinée ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça que je pense que le choix de raconter cette histoire en particulier en bande dessinée, c'est un homme qui transforme à quelque chose. Il devient un symbole parce qu'il perd sa vie personnelle, le pouvoir d'avoir une vie personnelle. Il devient un symbole de quelqu'un qui a fait un choix et a payé un prix. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel dans la forme qui sert bien à l'histoire. On approche doucement de la fin de cette rencontre. Je voudrais juste poser une dernière question, parce que peut-être que le public voudra poser des questions à Roberto et à Asaf.
Le livre s'interrompt donc sur, on ne va pas évidemment dire la fin, mais la fin est absolument, elle m'a quasiment arraché des larmes, et c'est assez rare en bande dessinée, mais là c'est extraordinairement émouvant et en même temps extraordinairement touchant. Comment vous envisagez la suite de cette autobiographie dessinée? Est-ce que vous avez déjà établi un plan bien précis, ou est-ce que vous laissez encore une part d'imprévu liée voilà, c'est une question pour tous les deux, bien sûr. Moi, je vais dire à Roberto que je suis prêt à tout, et tu me dis quand tu peux, et on le fait. Roman diceva che senza svelare insomma, il finale, c'è questo finale molto toccante, insomma, quasi da lacrime, diceva, che è raro per un fumetto, e quindi chiedeva se e come e quando insomma, pensate di continuare un seguito, e Asaf ha detto che lui è disposto a tutto se decidi di andare avanti. Chiuso il fumetto scrivendo fine della prima parte della mia vita. È un tentativo di immaginare, per chi poi leggerà questa grafica, di immaginare che da questa vita io possa uscire, io spero di uscirne vivo innanzitutto, e quindi possa esserci una rinascita. Questo fumetto in qualche modo è come se auspicasse una reincarnazione in vita, cioè la possibilità di uscire da questa gabbia, e chiede aiuto al lettore. Se conosci questa storia, se questa storia è dentro di te, se ti sei riconosciuto in alcuni momenti, allora forse non è stato vano. E quindi sì, io vedo l'ora di tornare a lavorare con Asaf, un sacco di progetti che ancora non vi ho mandato, perché adesso bisogna impegnarsi nella promozione. Oui, en effet, l'histoire, ça se termine avec fin de la première partie de ma vie. Et c'était un peu comment dire, un espoir de pouvoir, en effet, renaître vraiment dans une nouvelle vie. Roberto parlait de se réincarner en vie. Et donc, il espère que si les lecteurs sont touchés par cette histoire, au moins, ça n'a pas été vain. Et oui, il voudrait pouvoir raconter quelque chose de nouveau, mais il parle aussi d'autres projets que peut-être vous avez. Donc, il voudrait déjà travailler, mais vous êtes en train de faire la promotion de ce livre. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas dire maintenant. On va peut-être passer la parole au public. Alors, Asaf peut voir le public, Roberto ne peut pas, il nous voit nous, mais évidemment Claudio pourra traduire. Il y a un micro qui peut circuler. Si vous avez des questions pour Roberto et Asaf, n'hésitez pas évidemment à lever la main, et on pourra vous transmettre le micro. Moi j'en ai. Si, il y a une dame là-bas en haut qui a une question. Bonjour, merci pour votre présence et puis pour votre courage. Donc une question peut-être un peu personnelle. Je me demande, est-ce que vous arrivez à garder quand même un contact avec votre famille proche? Voilà. Allora, si ringrazia per la presenza e per il coraggio, e fa una domanda personale su come riesci a mantenere il contatto, se riesci, con la famiglia più stretta. Ah sì, riesco, per fortuna, è una cosa molto difficile, però è tutto cambiato, nel senso che non è più pensabile immaginarsi un rapporto come era prima di tutte queste storie. Poi io sono finito in questa vicenda molto presto, avevo 26 anni, oggi ne ho 42, e a un certo punto, per far capire alla mia famiglia che le cose erano cambiate definitivamente, il ufficiale dei carabinieri disse a mia madre:
Oui, il reste en contact par chance, mais évidemment tout a changé. Il faut aussi penser que tout ça a commencé quand il avait 26 ans, donc il était assez jeune. Maintenant, il en a 42, et donc c'est des contacts complètement différents. Il a dit que pour expliquer à sa mère la nouvelle situation, un commandant des carabiniers, il lui a dit « Vous devez penser que votre fils est mort. Mais vous avez de la chance, parce qu'en effet, il est encore vivant. » D'autres questions? Oui, monsieur. Ouais. Alors moi j'ai une question un peu gênante peut-être pour Roberto Saviano, mais vous disiez que vous lisiez de la bande dessinée donc italienne, et les Italiens aussi sont très réputés pour la bande dessinée érotique. Alors est-ce que vous lisez aussi de la bande dessinée érotique ou pas? Voilà. Si vous voulez pas répondre, vous dites non et on saura jamais. Ha una curiosità un po' così, dice imbarazzante, però insomma dice leggevi fumetto italiano e nel fumetto italiano insomma siamo conosciuti anche per il fumetto erotico. Leggevi del fumetto italiano erotico? Sì, moltissimo, anzi per esempio il Crepax, Valentina, Nulla, moltissimo, mi piaceva tanto. C'era una rivista che si chiamava, che non è della mia generazione, precedente, si chiama Intrepido, che facevano un sacco di fumetti erotici, ma quasi poco. Sì, quindi le leggevo moltissimo, perché sentivo che c'era il lato erotico, quindi mi piaceva vedere le forme, così, però c'era qualcosa in più del pornazzo, quindi c'era qualcosa in più et mi piaceva vedere in questo fumetto. Sì. Oui, donc il lisait de la bande dessinée, il aimait par exemple Crépax, il achetait une revue qui n'était pas de sa génération, celle précédente, qui s'appelait Intrepido, où il y avait des histoires très... c'était pas les bandes dessinées à kiosque, vraiment les pornos, c'était plutôt voilà, la tradition érotique, justement, Crépax, Manara, etc. Et donc oui, il aimait le côté évidemment sensuel, sexuel, mais aussi voilà, des histoires, parce que justement il y a une tradition de grands dessinateurs qui se sont attaqués à la bande dessinée érotique en Italie, donc c'était aussi des grands dessinateurs. Voilà. Vous avez votre réponse. D'autres questions? Oui. Il y en a beaucoup. Bonjour. Merci encore pour cette interview. Je me demandais si aujourd'hui, rétrospectivement, avec tout ce que vous avez engagé dans votre vie et tous les dangers que vous encourez aujourd'hui et que vous avez encouru ces 15 dernières années, est-ce que vous pensez que ça valait le coup, en fait, tout ce sacrifice, autant par rapport à votre vie personnelle, mais aussi par rapport à votre carrière d'écrivain, de créateur? Sì, è una domanda penso che ti sia stata fatta molte volte, sia retrospettivamente. Adesso, dopo tutto quello che hai passato e hai vissuto, pensi sempre che ne sia valsa la pena, sia dal punto di vista personale, sia dal punto di vista della tua carriera di giornalista, scrittore? Io non ho pensato di non essere qui, però tornando indietro non mi farei per niente, non mi farei affatto, però non io vado avanti come se questa fosse la mia vera vendetta contro chi cerca di fermarmi, mi odia, chi cerca di stoppare. Quello che vale, insomma, il senso delle cose, il senso delle cose mi chiama, quello mi chiama, però non credo che valga la pena mai distruggere la propria vita, anche se il progetto è nobile, però probabilmente avrei potuto farlo con maggiore prudenza. Bah non, il a jamais pensé que ça valait le coup. Et certainement, s'il pouvait revenir en arrière, il ne le referait jamais. Il voit le sens de tout ça,
Et il continue dans ce qu'il a appelé une sorte de vengeance contre ce monde. Mais il pense que détruire sa vie, même pour un résultat très haut, ça vaut jamais le coup, en réalité. Une autre question? Bonjour, je suis journaliste de Taïwan et en fait le parcours de M. Saviano, ça me fait penser des militants aux prisonniers politiques de mon pays pendant la dictature. Et du coup, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que ce que je veux dire, que c'est par exemple les enfants ou des entourages de ces prisonniers politiques, finalement certains, malheureusement, ils pensaient que pourquoi, par exemple, papa a participé à ce genre de choses et qu'après, ça nous a entraînés dans la misère. Et je me demande, s'il n'a pas envie, il pouvait pas voilà, ne pas répondre. Mais imaginons peut-être parmi la famille de M. Saviano, est-ce que peut-être il y a des gens qui se disent, mais pourquoi vous avez fait ce choix? Et si finalement il y a des gens qui ont ce genre de réaction, comment ils le voient et comment pouvoir vivre avec? Merci. Allora, la signora è di Taiwan e ha fatto un parallelo, diciamo, con quelli che sono stati prigionieri politici durante la dittatura e ha detto in molti casi i figli, per esempio, di questi prigionieri hanno rinfacciato ai padri di averli trascinati nella miseria, insomma, di aver rovinato la loro vita. E la domanda è se hai anche tu, diciamo, una parte di famiglia o di amici che ti rinfaccia questa scelta in maniera anche forte. Immagino che, insomma, la signora, ecco, raccontava esempi. Capisco bene quello che ha detto la signora, perché tutti i dissidenti hanno questa responsabilità, cioè tu per morale prendi una posizione, così poi la rovina la tua famiglia. E quindi l'accusa è ma tu intanto così per difendere la tua anima, la tua moralità, non coinvolgi solo te stesso, tutti gli altri. Devo dire che la mia famiglia non mi ha mai rinfacciato, mai nulla, e quindi sono molto fortunato in questo senso, non mi ha mai detto non dovevi farlo. E perdi gli amici, per tante ragioni, si sentono trascurati, oppodati, perché magari tu hai preso delle posizioni che loro non prenderebbero mai. E in qualche modo sai che però chi ti avvicina paga un prezzo, perché poi verrà bersagliato o utilizzato contro di te. E quindi non è facile anche solo avere una propria amicizia, perché se diventa pubblico poi per attaccare me i nemici attaccano lui. Molto difficile. Oui, il comprend très bien ce parallèle que vous avez fait, parce que tous les dissidents, en effet, ils font face à une situation où pour défendre leur choix moral, ils se retrouvent avec les proches et la famille qui en payent les conséquences. Lui, il a dit, pour la famille, j'ai eu beaucoup de chance. Ils n'ont jamais regretté, ils m'ont jamais rien dit. Par contre, les amis, on les perd presque tous. Déjà parce que c'est difficile d'entretenir un rapport. Il y en a quelqu'un qui se trouve en difficulté parce qu'ils n'ont pas pris les mêmes positions, ils n'ont pas fait les mêmes choix. Et en plus d'en faire de nouveau, c'est très compliqué parce que maintenant, si quelqu'un rentre dans le cercle des amitiés de Roberto et ça devient public,
Après, ils sont utilisés pour l'attaquer. Donc, c'est quelque chose de compliqué aussi aujourd'hui avec des nouvelles relations. C'est ce que dit Roberto. Il y a un passage très très beau dans la bande dessinée où Roberto parle d'une biographie de Dante Alighieri et où il explique justement cette relation aux amis. Et il dit l'exil est une condition pathologique chronique. C'est pour cela qu'il est difficile d'avoir un ami en exil. Et ça, il le trouve notamment chez Dante, chez Dante Alighieri, qui a été lui aussi un exilé, Dante. Et ça, c'est un passage justement qui est important aussi dans le livre, ce traitement de l'exil, à travers ou par le prisme de Dante et de la figure de Dante Alighieri. Oui, je pense que c'est aussi un passage très illustré. C'est comme une petite fable. Et je pense qu'il y a un moment dans le bouquin où Roberto, il raconte l'histoire des mafias, mais après, en fait, il prend la même position par rapport aux histoires des réfugiés. Donc, il prend toujours le côté des faibles et des gens qui n'ont pas les moyens. Il devient le voix des gens qui ne peuvent pas parler. Et c'est une démarche qui est plus grande de l'histoire des Gomorrah. Est-ce qu'il y a une dernière question? Voilà, on peut prendre peut-être une dernière question pour ensuite libérer Roberto et Asaf. Monsieur? Alors moi, je voulais remercier Roberto et Asaf pour leur travail. Moi, je connaissais Roberto pour ses livres, etc. Et puis Asaf pour ses bandes dessinées. Je trouvais que les deux ensemble, c'était vraiment parfait. Je voulais savoir si c'était un peu motivé pour si la fête de faire une BD, c'était motivé pour toucher et sensibiliser peut-être un public différent en Italie. Et peut-être un peu, parce qu'il y a une certaine partie de la population italienne qui, effectivement, il l'a dit lui-même, Roberto, qui était contre son travail. Et si voilà, c'était un but, parce que ça va, forcément, la BD, ça va toucher un public différent. Et puis le dernier point, c'est juste que j'ai retrouvé mon Subbuteo il n'y a pas longtemps. Et donc j'invite Roberto, la prochaine fois qu'il vient en France, faire une partie de Subbuteo. Voilà, merci. Allora, il Signore conosceva sia i tuoi libri che i fumetti di Asaf e si chiedeva se per caso trasformare a fumetti fosse anche una volontà di raggiungere un pubblico diverso in Italia, cercare anche di raggiungere quel pubblico che casomai non legge oppure detesta i tuoi libri per partito preso, e poi ha aggiunto che ha ritrovato il suo Subbuteo, per cui la prossima volta passi in Francia, wow, ti invita a fare una partita di Subbuteo. Allora, innanzitutto grazie per questo invito che prenderò di giocare insieme a Subbuteo. Chi detesta i miei libri non mi leggerà mai, soprattutto se per partito preso. Però è vero che questo fumetto, per esempio, è arrivato a un sacco di ragazzini che quando è uscito Gomorra non erano ancora nati o erano molto piccoli. E quindi sì, spero che questo accada anche in Francia, cioè che possa essere letto da un pubblico che non arriverebbe ai miei libri perché magari troppo complessi, considerati così, o perché magari visti troppo, che so, storie magari considerate lontane, e invece il fumetto magari le avvicina. Il remercie pour l'invitation, il attend ce match de Subbuteo. Et puis il dit oui, bon, en effet, qui déteste mes livres en Italie me déteste aussi en bande dessinée. Mais c'est vrai que avec la bande dessinée, il a pu toucher un public surtout de jeunes qui étaient trop petits ou à peine nés quand le film est sorti, quand le livre est sorti. Et donc maintenant, ils ont la possibilité d'approcher à son travail de manière différente. Et aussi en France. Il dit peut-être les livres sont difficiles d'accès parce que considérés voilà, d'un autre niveau ou lointain. Et donc, avec la bande dessinée, il pourra certainement toucher un public différent. Merci beaucoup, Asaf Hanouka. Merci à vous, Roberto Saviano. Encore bravo et merci. Merci. Grazie.
Je suis toujours vivant, publié chez Steinkiss et Gallimard. Au revoir Roberto. See you soon. Et à bientôt. Merci.